Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Dans la peau d'un pro. Cet épisode, il me tient à cœur parce que c'est le frérot, Junior AO, parti de la France pour aller en Finlande, pour aller en JUCO où on a joué ensemble, euh, to D1, to the NFL, to the top. Donc, Junior AO, G-Line, je te laisse C'est te ça. présenter un petit peu. Salut tout le monde, hyper content de faire cet épisode. Comme Ryan il a dit, on est parti de tout en bas et on combat toujours là. Ouais, Allez, on est parti? allez, let's go. Let's go. Ok, déjà pour la petite histoire de ce jeu-là, c'est le premier jeu ever en D1. Donc, bête de jeu pour commencer la D1, on va dire. On va rentrer vite dans le vif du sujet. T'es en jet, est-ce Ouais. que ça t'aide? Ouais. Et si tu peux aussi expliquer, c'est quoi jet? En fait, c'est une troisième et je sais plus si c'était mi-long ou long. Donc jet, c'est un alignement. En fait, je suis à l'extérieur, je joue en DN. DN, c'est l'extérieur, edge. Donc je suis à l'extérieur et vu que je sais que c'est une troisième, donc c'est le troisième essai, et que c'est mi-long ou long, je sais que ça va être une passe ou une course plus à l'extérieur pour qu'il puisse atteindre le. Ah, c'est une troisième et ouais, mi-long, long. Troisième troisième et 10. Donc c'est une troisième et longue, donc je me dis ça va rusher, ça va jouer à la passe, ou si c'est une course, ça va être une course rapide vers l'extérieur. Donc mon alignement à l'extérieur, c'est juste pour tricher en gros, hein. C'est pour gagner du terrain, on se facilite la tâche. C'est ce qu'on fait. Ok. Ouais. Ton get-off, il est rapide, etc. Là-dessus, qu'est-ce que tu lis? Parce qu'on voit là-dessus, le tackle, il part, donc il ne te calcule même pas. Qu'est-ce que tu lis en premier là-dessus? Mais en fait, moi je regarde le V of the neck du tackle, donc c'est le V ici, d'accord, du tackle. Ok. Et en fait, ça me donne toutes ces directions. Donc quand il vient vers moi, c'est un type de bloc, je sais comment réagir. Quand le V of the neck du tackle, il part de ce côté, je sais comment réagir. Quand il recule, c'est que c'est une passe, je dois pas se rusher. En fait, quand j'ai vu qu'il crachait fort à l'intérieur, j'ai direct su quel jeu c'était. Donc j'ai gardé les épaules parallèles au jeu. Parce que je savais que le quarterback, souvent, vu que c'est un mec qui a un peu de vitesse, on l'avait étudié, on regardait la vidéo toute la semaine. Il allait vouloir garder la balle, il allait sous-estimer ma vitesse, mais il n'aurait pas dû. J'aurais pas dit. Il aurait pas dû. Zone read, Ouais. là-dessus, c'est un jeu qui est tricky, on va dire, pour certains GN. Là-dessus, la plupart du temps, en fait, ça dépend. Soit on demande au DN de cracher inter, soit on demande au DN de respecter le QB et de l'attendre parce qu'il y a quelqu'un qui le respecte encore plus à l'extérieur que toi. Là-dessus, cracher, c'est rentrer direct inter et aller faire le plaquage sur le running back. Toi, qu'est-ce qu'on te demande là-dessus? Et Bon, parle plus fort. moi en vrai, selon les systèmes de jeu, j'ai été dans différentes équipes et plus haut est le niveau, plus on te demande de faire. C'est-à-dire qu'à un niveau comme la NFL par exemple, même si on te demande de garder les épaules parallèles et d'avoir le quarterback, si le running back garde la balle et toi tu as fait ton taf et au final ben, le running back il court 10 yards, on va dire pourquoi t'as pas eu le running back. Il change toujours de version, tu vois. À haut niveau, il t'aura jamais raison, tu vois. Mais là, moi, ce qui a fait encore plus que je suis resté parallèle, c'est que j'ai deux coéquipiers, donc les linebackers qui blitz. Donc je sais que si c'est une course, j'ai deux gars qui arrivent à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Donc je vais pas être aussi agressif à l'intérieur, parce que je sais que j'ai deux gars qui arrivent à l'intérieur. Si on a tous ces gens à l'intérieur et le gars il garde la balle, c'est qu'on fait quelque chose de pas correct. Donc moi, je serais bête de ne pas faire confiance à mes coéquipiers, de ne pas connaître mes jeux, pas savoir que j'ai deux coéquipiers qui arrivent. Et du coup, bah, que je peux être beaucoup plus à l'aise, prendre beaucoup plus mon temps, être beaucoup plus patient à l'extérieur et faire le jeu. C'est pour ça c'est pour ça aussi qu'il faut connaître ses jeux, savoir ce que tout le monde fait dans la défense, justement pour pouvoir se faciliter la tâche et jouer plus vite. À tous les Français là, qui pensent qu'en apprenant juste leur position, ils iront loin dans le foot, bah, t'as tort, ma gueule. Je faisais pareil. Avant, je voulais pas apprendre. Ça veut dire que si t'es un Français et tu fais ça, je faisais pareil. Avant, je voulais pas apprendre. Je disais, ah, c'est bon, je n'ai pas besoin de savoir. Mais si, t'as besoin de savoir. Voilà. Mon gars apprend tout le job de tout le monde. Nous, quand on était grave petits, que ça soit cadet, junior, shout out à Arnaud Mboucha qui nous disait tout le temps apprenez les rôles de tout le monde.
Et même avant Arnaud, on nous répétait tout le temps ça. Donc on devait connaître le système en entier. Ce que le corner il fait sur tel truc, ce que le D-line il fait sur tel truc, ce que le backer il fait sur tel truc. Tout le temps, tout savoir. C'est grave important. Ouh, strip sack. Ok. 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 Là-dessus, on te voit pass rush direct. C'était quoi la situation? Genre, t'avais anticipé que c'était une passe ou... Alors déjà là-dessus, je suis tech 3, donc ça veut dire que je suis à l'intérieur, enfin je suis à l'épaule extérieure du garde, donc je suis vraiment à l'intérieur, donc c'est plus dur de pass rusher. Mais là, le jeu, j'avais pop contain, c'est-à-dire que de tech 3, sur la passe, je dois me débrouiller pour être à l'extérieur. Donc je sais que le GN qui est à l'extérieur, le outside linebacker qui est censé rusher à l'extérieur, ben là il va en couverture. Donc si je pars pas à l'extérieur déjà, je fais pas mon taf et je prends des risques. Donc je savais que je devais aller à l'extérieur. Mais la situation c'est une première. Donc il y a beaucoup de chances que sur la course et c'est là où c'est compliqué au niveau comme ça. C'est quand c'est une course et tu vas à l'extérieur comme un fatigué là, tu vas te faire insulter. Tu vois, genre, ouais, mais c'est une course, pourquoi t'allais à l'extérieur? Mais vous voulez que j'aille. Donc, il faut savoir réagir. Donc, ce qui a fait que j'ai réagi aussi vite, sachant que c'était une première a beaucoup de chances que ce soit la course, c'est le stance du O-line. Donc, un peu plus tôt, justement, dans le match, pareil, c'était une première. Et justement, moi, c'est exactement le même jeu. Et du coup, j'ai pris du temps avant d'aller à l'extérieur. Ils nous ont surpris avec une passe. Ça n'a pas fait de gros dégâts parce que le quarterback, il n'a pas gardé la balle. Et il n'a pas couru à l'extérieur, mais il a eu quand même le temps de lancer sa passe. Et j'étais pas à l'extérieur en train de mettre de la pression. Donc mon coach, il m'a dit, tu sais que tu es censé, sur ça, bouger à l'extérieur. Mais moi, en fait, je m'étais enfoncé sur le gars parce que je pensais que c'était une course, vu que c'était première. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à comprendre quand ils vont jouer la course ou la passe. Et vu qu'ils nous surprennent des fois à jouer la passe en première tentative, ce qui va me donner la clé, c'est justement c'est son stance. Et donc, j'ai vu quel type de stance il prenait. Et donc, je savais que c'était une passe. Pure football IQ right here. Ouais, ouais, je savais que c'était une passe. Et du coup, parce que tu pars de l'intérieur, etc., tu vas jusqu'à l'extérieur, c'est un mouvement qui est un peu particulier, etc. Quelle technique tu utilises dans ce cas-là? Parce que si je te dis pas de bêtises, genre là, ce que tu fais, c'est un double swipe, c'est ça? Ouais, c'est un double swipe. Pourquoi tu utilises le double swipe spécifiquement pour genre cette situation ou genre c'est ta go-to technique et genre de manière générale? Ok, alors c'est une de mes go-to techniques, mais en fait moi ce que j'aime bien c'est le long arm et le cross chop, ça veut dire boom, comme si j'ai le long arm et je casse la main. Okay. Le double swipe je l'aime beaucoup, mais là dans cette situation j'avais pas le choix, du sens que l'angle que j'ai sur lui, encore une fois moi je suis face au garde, ça veut dire que le garde il est ici et je dois sortir à l'extérieur là-bas et lui il vient comme ça. Ça veut dire l'angle que j'ai, au bout d'un moment je vais me retrouver face à face avec lui. Et donc j'ai pas 20 000 mouvements, je peux pas faire ça, c'est compliqué, il a l'avantage sur moi. Donc là moi ce que j'ai fait d'abord, j'ai fait un easy, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte entre guillemets de friser ses pieds pour ensuite swipe et en fait le dégager. Donc en gros, moi je vais dans cette direction, je fais un easy hyper fort pour que le mec il s'arrête, il est un peu confus et boum, je bats ses mains plusieurs fois et je passe. Donc c'était le meilleur mouvement à faire sur le moment. Mais quand j'ai un angle différent, sur le jeu d'avant, quand j'étais en jet, des fois, je n'ai pas perdu du temps à faire double swipe, j'ai juste y aller à fond parce que l'angle que j'ai fait que je peux le battre avec de la vitesse ou juste du speed ou lui foncer dedans et j'ai pas besoin de faire de easy parce que mon angle fait que je peux le battre. Alors que là, j'avais pas le choix de faire un easy et vu qu'il a arrêté ses pieds, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ses bras et là... Ouais, du coup, tu joues la technique. Ouais. Mais du coup, il te suit pas vraiment puisqu'il a arrêté ses pieds, etc. Il tourne plutôt comme une porte de saloon. Tu sais, les coachs, ils aiment bien dire ça. Ouais. Là-dessus, derrière, tu es obligé de le finir au rip, etc. Et à la suite de ça, le QB, je sais pas s'il te voit. À mon avis, là, tu vois, il tourne un petit peu la tête vers toi. Donc, c'est un coup, il t'a vu dans sa vision périphérique. Il décide de step back dans la poche.
Est-ce que toi, ça t'a surpris ou tu t'attendais à ce qu'il le fasse? Non, on a entraîné pour ça. Donc tous les drills qu'on fait, déjà aussi, toute la semaine, on étudie les drop backs des quarterbacks, c'est-à-dire leur manière de 1, 2, 3, 1, 2, 3, plus de steps. Il y en a, ils ont différentes manières, ils ont différents steps. Ouais. Et en fait, chaque quarterback, Ils ont leur tendance. ils ont leur tendance. Et à haut niveau, on dit, ils sont payés comme vous, en fait. C'est-à-dire que le mec, il va pas juste être là et attendre. Non, il est entraîné à avoir la pocket, la poche. Donc forcément qu'il va avoir de la pression dans sa vision périphérique. C'est un bon quarterback. Il va avancer pour justement... Donc nous, à l'inverse, on est entraîné à baisser l'épaule. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup les hanches quand on est D-end, quand on est defensive lineman tout court, quand on est en défense tout court. On travaille énormément les hanches. Donc on est entraîné à pouvoir tourner nos hanches, changer de direction hyper vite et baisser l'épaule pour pouvoir justement se faire petit et changer de direction et faire le jeu. Non, on va faire ça là, juste là, ici, là. Ouais, t'as vu? Ouais, non, c'est carré. Ouais. Et la balle toujours, la balle. Toujours visé pour la balle. Ça, c'est un autre truc pour les Français. Les Français, apprenez à mettre des patates dans la balle, à utiliser, tu sais, la technique là, prendre les doigts. Va chercher les doigts, va taper la balle, va faire quelque chose. En tout cas, fais en sorte de jouer le ballon tout le temps. Si tu joues la balle, tu peux changer le match. Tu donnes la possession à ton attaque quand tu es en défense. C'est big. Tu vois, les bons joueurs, ils font le plaquage et les vrais, les très bons joueurs, ils visent la balle. En fait, c'est une mentalité. Hein. Je dis pas que voilà, je suis pas qui. C'est une mentalité. C'est dans ta tête. C'est bien de faire le plaquage, mais tout le temps, tu dois viser pour la balle. C'est énorme. C'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. La balle. Toujours plus. Et ça vient pas tout seul. Hein. Faut prendre des reps mentales, faut t'habituer à le faire à l'entraînement, chercher la balle tout le temps. Tu sais que même quand le running back, il est là, il court avec la balle, il est passé, hein, mais va le chercher, va jouer la balle. Fais cet extra effort to get to the ball. Yeah, let's get it. Tu parlais de d'action qui change le match. C'est ta prochaine action. Elle kill le match, justement. Ouais. Du coup, on voit ça. Let's go. Là-dessus, on lit passe direct. Hein. Les O-line, ils relèvent leur niveau d'épaule. Tu lis passe direct. Mais là-dessus, ton garde, il t'attend. Il stoppe limite ses pieds et il t'attend. Est-ce que tu l'as conditionné à quelque chose auparavant pour qu'il ait cette réaction ou c'est juste sur ce jeu-là En fait, ça a été mon match-up. J'ai joué des deux côtés, mais c'était mon match-up un peu tout le match. Et donc, du coup, j'ai vu ses faiblesses. Et il a un gros gabarit, mais je savais que j'étais plus fort que lui. Et en plus, j'avais fait beaucoup de jeux en vitesse, donc ça le rendait confus. Et sur quelques jeux sur la course, je mettais ma main sur ce que je parlais plus tôt, ce que je regarde de V of the neck, le V du cou. Et en fait, sur la course, je mettais ma main ici. Et lui, il se plaignait, tu peux pas étrangler, il se plaignait. Et donc j'ai su qu'il protégeait pas son chest. Et je me suis dit c'est une bonne opportunité de l'étrangler. et voilà. Du coup c'est pour ça que tu as opté pour le long arm? Ouais, parce que je sais que tout le match en fait, même sur la course, en fait en plus que j'ai compris que j'étais plus fort que lui, et je t'ai dit je mettais ma main sur le V of the neck, il faisait que se plaindre. Au lieu de faire quelque chose, ouais. Il se plaignait. Donc je me suis dit, même sur la course, je vais continuer. Si tu te plains, c'est que ça te dérange. Donc sur la passe, je vais faire pareil. Plutôt que de me prendre la tête à vitesse, swipe, je vais te rentrer dedans, je vais t'étrangler et je vais te reculer. Pour ceux qui se demandent pourquoi je pose cette question, c'est de manière générale, quand un O-line t'attend comme ça, avec les épaules et le poids du corps vers toi, t'optes rarement pour un bull rush ou un long arm. Parce que de manière générale, en gros, sa force, elle est déjà vers toi et c'est compliqué de la changer, et l'emmener vers l'arrière. Où il faut être vraiment genre très, très, très fort et du moins supérieur en force à lui. Et d'où ma question, en fait.
Genre, c'est pas la première chose qui te vient à l'esprit quand tu te dis, ah, le mec, il vient vers moi avec son corps et tout. Bull rush, c'est pas tant. Là, il y avait les deux. Je savais que j'étais plus fort et en plus, je savais qu'il protégeait pas son coup. Donc, Ok. vas-y. Je parlais de game killer tout à l'heure. Ici, bah, tu fais le stream sack en gros. Bah, t'es là, tu le bull rush, tu passes, t'arrives au niveau du QB, tu joues la balle direct, la balle elle saute. Vous recouvrez la balle. Explique-nous un petit peu parce qu'il reste 1 minute à jouer dans le 4e quart-temps. Et le score, il est 27-27, explique-nous. Et on a gagné. Ouais. Ok. Ouais, en plus, on n'avait pas battu cette équipe, ça faisait 13 ans et ils faisaient que nous battre. Et donc, c'est un bon souvenir parce que j'ai fait le strip sack, il restait 1 minute. Du coup, j'ai donné la balle à notre attaque et on avait de l'avantage. Et après, on était presque à la moitié du terrain déjà, du coup, quand j'aurais donné la balle. Ok. Donc, ils avaient à faire 3 courses, enfin, avancer un petit peu quand même. Mais après, le kicker, il a kické la balle et on a gagné. On a gagné le match. Et donc, c'était un beau jour. Mais ouais, non, une fois que j'ai su que je l'ai battu, comme on dit toujours, la balle. Et surtout dans les moments comme ça, dans les gros matchs, une grosse équipe qu'on n'avait pas battue, il restait peu de temps. Les self-talk, donc les paroles que tu vas dire à toi-même, c'est très très important. J'ai un coach qui répétait beaucoup, les bons joueurs, les meilleurs joueurs, ils sont décisifs, tu vois. Ils font les meilleurs jeux au moment où on attend de faire les meilleurs jeux. Et je savais que là, c'était mon moment, en fait. Je savais que c'était une passe. C'était en 2e et 8. Il reste peu de temps. Je me dis que le QB, il est gourmand. Il va vouloir faire le héros. Tu vois ce que je veux dire s'il voit rien, du coup, il va courir. Et c'est ce qui se passe, en fait. Là, il y a mon poteau, le GN, qui est un très bon pass rusher. Je savais qu'il n'avait pas de son gars, donc le quarterback il allait vouloir courir. Je me suis dit ok. J'ai mon coach à l'époque, la mentalité de notre défense c'était ATK, attack to kill. Ok. Ouais. Et donc c'était la mentalité. Je me souviens de ce jour-là, je me disais faut que tu fasses le jeu attack to kill, faut que tu fasses le jeu attack to kill. Et voilà, une fois que j'ai vu le quarterback, le premier truc que j'ai fait c'est j'ai joué la balle. Là-dessus, je vais juste parler un petit peu des lignes de rush. Là, ce qu'on peut voir, c'est que en vrai de vrai, le end, il ouvre une grosse ligne de rush, mais vous qui êtes à l'intérieur, notamment Tech 3 et l'autre mec là-bas qui joue aussi Tech 3, si je dis pas de bêtises, vous compensez bien dans vos gaps. Donc pour toi, en vrai, tu restes dans le big gap, mais tu compenses dans le A, et lui, il compense dans le B en restant dans le A de base. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez de manière générale ou c'est juste en mode indépendamment des joueurs, genre chaque joueur gère sa ligne de rush C'est une très bonne question et en fait, en règle générale, que tu sois D-end ou que tu sois D-tackle, quand tu es dans le gap extérieur, tu es dans ton C, gap B et tu bull rush le gars et tu arrives au niveau du quarterback, tu as tout le temps release à l'intérieur. Parce que tu t'attends à ce que le quarterback, il ait de la pression, il avance. Et au pire des cas, c'est un release à l'intérieur, d'accord ? Et le quarterback, il avance pas. Il est obligé de rebondir à l'extérieur, donc perdre du terrain. Et donc, il y a d'autres joueurs. Mais par contre, si toi, tu es là, tu restes à l'extérieur et tu ouvres des gaps, l'accès le plus rapide d'un endroit, c'est une ligne droite. Donc, il a juste avancé, courir, tu as créé un espace. Alors que si tu es venu, tu t'es mis ta release à l'intérieur, et en fait, il n'a plus rien à l'intérieur, il est bloqué, il doit reculer pour ressortir. Si tu es assez athlétique, tu peux faire le jeu, et même si tu n'es pas assez athlétique, même si tu étais censé être à l'extérieur, même si tu étais censé, tu as un D-tackle, donc tu étais dans ton gap B, et au final tu finis dans le gap A, et tu l'as confus, tu l'as fait perdre du temps. Et on est une équipe, donc forcément, il y a quelqu'un sur le terrain à qui t'aura facilité la tâche, qui pourra venir faire le jeu, ou en tout cas leur faire perdre du terrain. Ça fait sens. Ouais. Ça fait sens. On va passer to the next play, next level 2. Du coup, ici, face à toi, tu as un bloc qui s'appelle cut-off. Il essaye de
te barrer entre guillemets la route. C'est pas un reach parce qu'il n'y a pas de bucket step, donc ça ressemble plus ou moins à un down block, mais il cherche pas à te down, il cherche à te barrer la route. Tu réagis bien face à ça, tu gardes ta tête et tes hanches dans le gap dans lequel tu es censé être et pour au final mettre tout ton corps et rester sur la ligne et faire le plaquage. Là-dessus, tu te sépares plus vite que ce que les jeux qu'on a vus auparavant. Pourquoi ? En fait, le jeu d'avant, j'avais justement... C'était un différent type de bloc. C'était un drive, un down block, mais c'était le même schéma, entre guillemets. Donc, où était placé le running back, la formation qu'ils avaient. Je savais que mon coéquipier, à ma droite, il avait un combo. Et du coup, moi, en fait, sur cette situation, sur le jeu d'avant, j'étais face au tight end. J'étais en technique 6. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé, j'ai pris mon temps, j'ai lu, et j'ai release et j'ai fait le plaquage. Mais par contre, vu que mon pote qui avait un combo, et ça arrive quand on a un double team, croyez-moi que c'est plus compliqué que d'être face à un tight end. Et donc, du coup, il a perdu du terrain. Le running back était hyper agressif, il allait dans le gap A. Et même si j'ai fait le plaquage et que c'était pas dans mon gap, donc c'est supposé être bien, le running back a gagné trop de terrain. Donc, à ce moment-là, au lieu de séparer, lire, être agressif, et ensuite être agressif, j'aurais dû séparer, bouger mes pieds, être plus agressif sur le tight end, et ensuite lire, ensuite faire le jeu pour perte, en fait. Okay. J'aurais dû être plus agressif. Okay. Et donc là, même si c'est une formation différente, je savais que mon coéquipier il allait encore avoir un combo, et je sais que le running back il est agressif. C'est pas exactement le même jeu. L'autre jeu, je devais séparer, mais je devais être plus agressif. Là, je vais pas faire la même erreur deux fois, même si le jeu il va à l'opposé de moi. Du coup, au lieu de perdre du temps à mettre les mains, je me suis dit, je vais être agressif. Je vais passer ma technique le plus vite possible et je vais aller down the line, au long de la ligne, pour aller faire le plaquage pour 0, pour perte. Maintenant, j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû plaquer aux jambes. C'est ça ma question. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire ? J'aurais dû plaquer aux jambes. J'aurais dû plaquer aux jambes parce que là, ça a été un truc pour 2. Voilà. 2-3. Le linebacker, il est censé descendre, je suis censé plaquer aux jambes. Si moi, j'ai les jambes et le linebacker, il arrive et c'est fini, tu vois. Donc là, j'aurais dû plaquer aux jambes et le linebacker, j'aurais dû descendre à toute patate. Ouais. Ah ouais. Une autre question, on avait cette discussion la dernière fois. On parle souvent de foot. On parle d'autres choses, mais on parle souvent de foot. Ma question, c'est, tu me parlais, on vous demande d'être lent. Ouais. Dans un sens, là tu te sépares vite, etc. Mais on voit quand même que tu prends ton temps à faire les choses et tu cherches pas non plus à aller downfield, même si en soi t'as passé. Tu cherches pas réellement. Pourquoi en fait ? En fait, c'est une très bonne question. Parce que là, en soi, comment expliquer ? Là, c'est un meilleur jeu, parce que c'est quoi la situation ? C'est une première et 10. Première et 10. Voilà, ils ont pris 3 yards. S'ils font 3 courses de 3 yards, ça fait 9, ça fait pas 10. Et donc, c'est une victoire pour nous. Parce qu'il faut prendre le risque après de jouer la 4e et de prendre le premier down. Donc, c'est une bonne chose. Mais le jeu d'avant, comme je disais, la situation était un peu différente. J'ai fait mon taf, mais j'aurais dû faire plus que mon taf, étant plus agressif et faire le jeu. Et en fait, il y a des alignements dans le foot. Donc quand j'étais face au tight end, ça s'appelle la technique 6. Quand je suis à l'intérieur de l'épaule du tackle, ça s'appelle la technique 4. Et en fait, selon tes alignements, il y a des fois tu es en attaque-react. Donc tu attaques, ensuite tu réagis. Donc quand tu attaques et ensuite tu réagis, tu as un stance qui est plus allongé. C'est-à-dire que tu as la jambe qui est reculée, tu es plus agressif vers l'avant. Okay. Et il y a l'autre, quand tu es genre en tech 6 ou en tech 4i, donc quand tu es à l'intérieur, comme là, je suis à l'intérieur de l'épaule du tackle, et ben tu as un stance un peu de O-line, de crapaud, parce que tu react attaque. Ça veut dire que tu peux pas attaquer, parce que tu sais que le jeu va faire soit ça, soit ça. Donc si tu attaques, et ben tu donnes un angle de facilité à O-line de juste se tourner, créer un espace, utiliser ta force contre toi et créer un espace. Donc toi en fait ton premier pas ça va être de lire et bouger latéralement.
Donc normalement, dans cette situation, je suis censé lire, bouger latéralement, poser mes mains, regarder, soit revenir ici, soit revenir ici. Mais vu que je savais que le jeu il est ici, j'ai lu, j'ai fait mon premier step comme il fallait. Après, j'ai passé ma technique et j'y suis allé. Mais en fait, là, je savais que dans ce mode, j'étais en react attack. Donc, un truc que j'ai appris à l'université et que ça reste en NFL et que les coachs, ils ont différentes manières de le dire. Mais ma première année, c'est comme ça que je l'ai appris. AGE, Alignment Job Eyes. Donc quand tu rentres sur le terrain, c'est quoi ton alignement? C'est quoi ton job? Où vont tes yeux? Donc si je suis aligné en 4i, mon job c'est de justement pouvoir jouer les deux gaps. Je sais que ça va soit à la gauche, soit à la droite, mais que ça va être latéral. Mes yeux sont sur le lever du cou. Après, c'est à toi de faire ton taf. Tu vois comment? À la fin de la journée, nous, on nous répète, Sarano, il nous tannait avec ça quand on était en junior et tout. Et il nous répétait, le foot, c'est un sport de protocole. Exactement. C'est protocole, protocole, protocole. Si tu te mets en place, qu'est-ce que quel est ton jeu? Qu'est-ce que tu as en face de toi? Quels sont les ajustements que tu peux avoir vis-à-vis du jeu que tu as en face de toi en termes de système? Et ensuite, c'est quelle est ta réaction si c'est une passe? Quelle est ta réaction si c'est une course? Et au fur et à mesure, tu sais, as des protocoles comme ça. Et plus tu montes dans les niveaux, en gros, plus tu automatises genre, ce protocole. Et du coup, tu sais, ton protocole il devient de plus en plus précis, jusqu'à atteindre des niveaux comme ça. La chose qui est le plus dur en NFL, c'est encore une fois, tu n'as jamais raison. C'est-à-dire que tu as toujours tort. Tu vois, tu as toujours tort. C'est-à-dire que tu peux respecter le protocole exact qu'on t'a donné, mais vu que c'est la NFL, c'est le plus haut niveau dans le monde, et ouais, mais peu importe, tu dois trouver une solution. Donc des fois, les choses les plus improbables ou en termes de physique, même que ton corps n'est pas censé pouvoir faire, ils espèrent que tu le fasses, que tu sois capable de le faire. Donc, mais aux autres niveaux avant ça, juste en respectant les protocoles tout court, la plupart du temps, vous allez dominer. Tu vois, si tu sais où tu t'alignes, tu sais où tes yeux vont, tu sais quel est ton job quand tu es aligné comme ça. Derrière, si tes yeux sont au bon endroit et tu sais où le jeu va aller parce que tu sais où tu es aligné, tu sais comment tu es censé faire les choses et tout, tu as juste à faire ce qu'on te demande en fait. Mais ce qui est dur, c'est de savoir exécuter de plus en plus vite, quand le jeu il va de plus en plus vite, et ainsi de suite, prendre les bonnes décisions. Et à haut niveau, même si tu vois, pour un alignement, tu peux avoir 4 jobs différents en fait. Parce qu'il peut avoir 4 actions différentes du mec. Le mec en face, même si tu es aligné comme ça, il peut faire plus le niveau monte, plus il a de variété de jeux. Ouais. Donc même pour le même alignement, tu peux avoir 4 jobs différents. Donc tes yeux ils sont au même endroit, mais tu peux avoir quand même 4 jobs différents. Donc c'est chaud. Ouais. C'est chaud. On va parler d'un sujet. On reçoit énormément de messages vis-à-vis de ça, que ce soit Junior ou moi. Comment on a fait pour aller aux États-Unis? Comment on a fait pour jouer là-bas? Du coup, on va répondre aux questions principales. En fait, on va juste vous détailler. On va refaire. 3, 2, 1. Ok, Junior, c'est quoi la question qu'on te pose le plus, genre Comment faire pour aller aux États-Unis? On nous pose tout le temps la question, ouais Ryan, ouais Junior, comment t'as fait pour aller aux États-Unis? Quel processus t'as fait, etc. En vrai, il existe entre guillemets plusieurs way in. On va parler de celui que nous on a fait et on va te parler aussi vite fait de ceux qui sont aussi possibles, tu vois. Et puis voilà. Du coup, comment on a fait nous? Moi, c'était un peu plus compliqué que toi. Ouais, c'est vrai. Parce que en France, j'étais pas bon à l'école, j'étais déscolarisé, c'est-à-dire j'étais pas qualifier, donc j'avais pas le choix de graduer, d'avoir mon diplôme de junior collège. Mais pour faire simple, que ce soit junior collège, une fois que tu es en junior collège, tu te donnes une opportunité, si tu n'es pas qualifier, tu es dans mon cas, d'avoir un diplôme et te démerder pour aller en division 1. Donc le but, si tu peux pas aller directement à l'université, c'est de faire une bonne vidéo,
de prendre ce que tu as, ton bac ou l'équivalence du bac que j'avais dans mon cas. L'équivalence du bac que j'avais dans mon cas. Et, euh, et te faire voir en fait, c'est-à-dire trouver le moyen que des coachs voient ton tape et te donnent une scholarship. Donc moi, pour ma part, j'ai été vu par mon tape que j'avais en France, plus en Finlande, ça a été vu par Gudjon Import, Björn Warner. Mhm. Et j'ai envoyé ça à plein de JUCO aussi. Euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller avec l'école militaire du Nouveau-Mexique. Là, on a joué tous les deux. Ouais. Donc, le plus gros conseil que je donnerais, c'est de savoir quelle est ta situation. Est-ce que tu es qualifier ou pas? Si t'as pas de problème, tu as eu un bac classique dans les temps et tout, tu dois te concentrer sur avoir ce qu'on appelle le SAT. C'était ma situation. Voilà, sa situation. Et le SAT, ça va te permettre d'aller soit directement en université, ce qui est encore mieux, soit ben, quand même en junior collège. Mais quand tu iras en junior collège, tu n'auras pas à passer comme moi tous tes semestres pour avoir ton diplôme. Tu pourras faire un semestre et partir. Dans mon cas, en junior collège, j'ai eu ma première offre euh, à mon premier semestre. On n'a même pas encore joué la saison. Et j'ai eu ma première offre de division 1. Ça veut dire que si j'avais été qualifier à ce moment-là, j'aurais même pas eu à jouer, je serais allé en université plus tôt. Mais c'était pas mon cas. Donc c'est ça en fait, tu dois savoir quelle est ta situation. Est-ce que tu es qualifier? Donc est-ce que tu as eu ton diplôme classique au bon moment et tout? Si c'est le cas, comment tu peux passer le SAT? En France, il y a des moyens de passer le SAT, où tu peux passer le SAT. Euh, Passer ton SAT, avoir un bon score. Là, tu sais que quoi qu'il arrive, tu es éligible à jouer en division 1 directement ou en junior collège. Ensuite, avoir du tape. Donc, ça, on peut pas t'aider, hein. Tu dois être un voleur si tu dois savoir jouer. Avoir une bonne vidéo et ça se passe sur Twitter. Les coachs ils sont sur Twitter, il faut se identifier Ouais. sur Twitter, poster sur Twitter, démarcher des coachs sur Twitter. C'est là que ça se passe. J'ai fait Twitter que pour le foot. J'ai fait Twitter. La vie de ma mère, j'avais pas Twitter avant d'arriver en junior collège. Et c'est quand j'ai su que pour avoir des offres universitaires, il fallait Twitter. Ben, je me suis mis sur Twitter. Il y a beaucoup de joueurs qui savent pas ça, hein. Twitter, c'est grave important. Donc, arrête de liker des tarpés sur Twitter, etc. Enlève tout parce que les coachs, ils regardent. Commence à te mettre un petit peu sur Twitter. Poste pas tes entraînements, genre tout le temps. Parce qu'il y en a plein qui font ça. Ils font une rep au DC, ils vont le mettre sur Twitter. Chill. Fais ce qu'on appelle un athletic tape. Donc, en gros, un tape de toutes tes perfs physiques à la salle, quand tu cours, etc. Tu vois. Et un tape, comme il a dit Junior, du coup, un tape genre de foot. Une fois que tu as ça, poste ça sur Twitter, follow des coachs, envoie-leur le tape, parle avec eux, essaye de créer une relation avant même de demander ouais, offrez-moi, blablabla. Crée une relation, crée quelque chose et crée-toi des opportunités. Donc, pour résumer un petit peu ce que Junior disait, donc, soit tu es qualifier et tu peux aller à l'université direct, mais vu que tu es obligé de jouer aux États-Unis à une plus petite division pour avoir une offre, bah, tu passes par JUCO, mais du coup, tu fais qu'un semestre, tu ball out et tu as une offre ou pas. Euh, Soit tu n'es pas qualifier et du coup, tu es obligé de rester en JUCO 1 an et demi ou deux pour avoir un diplôme de JUCO pour ensuite aller en D1 et ensuite avoir tes offres. Moi, dans mon cas, j'avais une offre de D2. Les gars, négligez pas la D2. Négligez pas les autres divisions parce que pour le coup, il y a de plus en plus de joueurs qui ne sont pas 1 milliard comme en D1, tu vois. Mais il y a de plus en plus de joueurs de D2 qui sont draftés et qui sont regardés, qui sont scouts parce qu'ils ball. Ok. Donc néglige pas aussi D2, D3. Moi, pour le coup, j'avais une offre de D2, mais je voulais aller en D1. J'étais qualifier, j'ai passé mon SAT, j'ai passé mon TOEFL. À la suite de ça, j'ai envoyé mon tape à, honnêtement, genre, gros, je t'ai montré en plus, 500 coachs, normal. 500 mails, tu résumes un petit peu tout ce que tu quittais, tes stats de la saison d'avant, nanana, tes performances, et tu mets le lien de ton huddle ou de ta YouTube, ton YouTube highlight. Et à la suite de ça, mon gars, t'envoies. Tu cherches. En gros, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est j'allais dans
genre, j'ai tapé le ranking des JUCO. J'allais sur les pages de tous les JUCO. J'allais dans athlétique, j'allais dans football. Et à la suite de ça, dans football, tu as les mails de tous les coachs. Et moi, j'ai envoyé à tous les coachs. Attaque, défense. J'ai fait ça un peu plus tard. J'ai fait ça du coup parce que je me suis fait voir de la France pour le JUCO. J'avais pas besoin de démarcher pour aller en JUCO parce que je me suis fait voir avec le TEP que j'avais. Une fois en JUCO, j'ai fait ça avec les équipes de D1. J'ai fait la même chose, j'ai envoyé des centaines d'emails. Et il y a un truc que Ryan a dit qui est très très vrai. S'il faut. Les coachs, déjà c'est un jeu, c'est un game, c'est-à-dire que les coachs ils vont vous vendre du rêve, ils vont dire ça, ça, ça. C'est pas tout le temps vrai. Mais il y a un truc que je savais pas faire, que même jusqu'à présent, j'avais 19 ans, tu vois, là j'en ai 25, et c'est un truc que je travaille encore, mais que dans la vie de tous les jours c'est utile, faut construire une relation. Ça veut dire que même si tu veux une offre de ce coach-là tout de suite, là, aujourd'hui, ben, si le coach il dit j'aime bien ce que tu fais, continue à travailler et on reste en contact, on construit une relation, commence pas à l'harceler, à lui dire tous les jours ouais alors c'est comment mon offre, c'est comment mon offre, ou à le ghoster. Moi c'était ça mon problème. Moi je parle aux gens à qui je parle, les gens à qui je parle pas, je leur parle pas. Et du coup des fois tel coach à qui je parlais que je n'étais pas intéressé d'aller là-bas ou ça se fait pas, il me dit on construit une relation, dans ma tête tu veux pas m'offrir maintenant, ben je suis fort, qu'est-ce que tu veux. Donc tu veux pas, ben un tel il va vouloir et je te parle plus. Sauf qu'entre guillemets ce coach maintenant il a tel endroit, il a tel endroit, et même si t'aimes bien, t'es fort, t'as pas continué à parler avec lui, et il y a un jeune peut-être qui est moins fort que toi, mais avec qui il a continué à parler, qu'il a plus l'impression de connaître. Et donc, dans ce cas, il peut dire plus facilement, je vais plus facilement le coacher. Tu vois. Alors que pourtant, il pourrait te coacher facile, mais il a construit une relation avec ce coach. Mais c'est pareil dans les affaires quand tu seras plus âgé. Mhm. S'il y a des gens que tu as rencontrés, c'est que des années plus tard et que tu vas faire des affaires avec eux. Et ben, tu dois être capable, sans être hypocrite, hein, mais tu dois être capable de pas voir que le truc pour maintenant, mais voir les choses pour plus tard. Ça, juste, des fois, juste prendre des nouvelles, partager tes actualités, leur demander de leur actualité, et voilà, tu vois. Ça, c'est très important. Ouais. Donc pour résumer, ah ouais, aussi les gars, n'hésitez pas à aller faire des camps. Ouais. On sait de quoi on parle, hein. On, on a pris notre petit sac à dos, nous on est allé faire des camps, on conduisait de camp en camp, de ville en ville, etc. On faisait les camps. C'est grave important, ça te permet de te faire voir au niveau, auprès des coachs et surtout d'apprendre aussi à les connaître, mais face to face, tu vois, et ça fait la différence. Surtout si tu es un coach que tu connais déjà de par les réseaux, vous contactez déjà, vous parlez un petit peu déjà, tu vas au camp, tu parles avec lui en face, il te voit face à face, et à ce moment-là, tu crées de réelles opportunités. Si en plus de ça, derrière, tu vas jouer en JUCO, etc., et que tu fais ce que tu as à faire, derrière, c'est souvent des offres qui arrivent. C'est souvent des offres qui arrivent. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi avec Auburn. On est allé faire le camp, le coach il a kiffé sur moi, on s'est follow sur Twitter, on a commencé à parler, etc. Tu vois. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour toi pour beaucoup de trucs. Tu vois, LSU, ils avaient fait ça. Il y Auburn, avait Oregon. Auburn, il y avait Oregon, il y avait Minnesota, il y Ouais. avait énormément d'universités qui nous avaient vus au camp et du coup qui sont rentrés en contact avec nous à la suite de ça et n'hésitez pas à le faire, tu vois. C'est un petit billet, donc mets de l'argent de côté, viens avec tes potes, genre venez à 3 4 et n'hésitez pas à vous introduire au coach. Tu te souviens, nous on faisait ça, on arrivait au camp, on arrivait au camp, on disait ouais, on vient juste de fly from France, c'est-à-dire nous on vient juste d'arriver de France et tout, juste pour faire votre camp. On disait juste ça, on vient d'arriver de France, on vient faire votre camp, c'est tout, genre. Et les coachs qui fait de fou en mode, ils étaient là en mode, ah, respect et tout, nanana, mortel. Et au final, on a fait, LSU nous avait fait une visite de l'université et carrément Ed Oregon, le head Il coach, parle français. il parle français. Ouais. Il était venu et il s'est présenté à nous en français. Ouais. Et c'était mortel en On a vrai. les photos et tout. L'ancien coach en cours de LSU, maintenant il est plus à LSU, bah, il parle français. Mais pour vous dire que moi j'étais déjà en JUCO et Ryan, vu qu'il était qualifier, était parti faire les camps. On est allé faire les camps en même temps. En fait, pour moi, c'était pour avoir plus d'offres parce que j'avais déjà des offres universitaires.
quand j'ai fait les camps. Et donc, ils étaient impressionnés parce qu'un mec qui a des offres, qui est Jean Juco, je parlais pas anglais, hein, mais qui vient faire des camps et qui vient de France, pendant que les autres, quand ils sont en vacances, entre guillemets, ils ont fini leur semestre de Juco, ils rentrent voir leur famille, ben toi, tu es là à faire des camps alors que tu as déjà des offres, ça montre que tu as la dalle. Et dans son cas, lui, il avait déjà signé avec le Juco UGT. Donc c'est pareil, tu as déjà un Juco, tu as juste à aller en Juco, faire ce que tu as à faire et tu vas faire des camps, sachant qu'il est qualifier. Donc s'il y avait une équipe qui signait sur le moment, donc Auburn qui était intéressé, ils voulaient avoir plus de lui, prendre plus de news, ils ont pris contact avec lui. Mais s'ils avaient décidé de le signer sur le moment, Ryan, il n'aurait pas eu à aller en Juco. Mais la plupart des gars, ils ont un truc, ils ont Juco, ils ont ci, ils ont ça, ils vont pas aller faire des camps, ils ont pas la dalle, ils veulent pas, ils veulent pas. Tu vois, même les Américains et tout, c'est voilà, et c'est compréhensible parce que c'est dur, c'est chiant, c'est fatigant, tu dors dans des motels avec des consommateurs de méthamphétamine et tout là, dans des voitures, tu dors, tu manges, tu pries pour que tu puisses manger un peu le lendemain du poulet à Walmart qu'on nous a donné. Et Dieu il est grand, ça n'a rien à voir, mais un jour on n'avait pas à manger et il y a quelqu'un, il sort de Walmart, je sais pas pourquoi il nous donne du poulet. La vie de ma mère, c'était une dinguerie. Et nous, on se plaignait, ouais, on peut même pas manger et tout. Ou le gars qui nous a payé nos courses. Je sais pas. Quand tu fais les choses pour te donner les moyens, Dieu, il est grand, les gens, ils voient que tu as la dalle, ils veulent t'aider. Donc, j'ai rencontré tellement de personnes dans ma vie qui m'ont aidé, qui ont vu que j'avais la dalle et qui m'ont aidé. Et genre, Location de voiture aussi, hein, ils nous ont aidés. Ils ont vu qu'on venait de France et tout, on leur a raconté. Ça, c'est une story, on a tout filmé. Hein. On a tout filmé. Hein. Mais grosso modo, on avait. Tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire, frère. Pourquoi je peux pas le dire, on va finir la vidéo sur ça, tu peux pas le dire. Ok. Tu peux pas le dire. Mais Ah, mais Dieu est grand. Dieu grand. Dieu grand.